choisir le reconnaissance, le lire, puis réaliser le challenge. Je peux le reposer si... On verra. Je suis Yann Tanglini, je suis le directeur et le fondateur de l'Institut Créasub Digital. C'est une école d'enseignement supérieur, ici sur Tonnerre. C'est aussi un centre de formation et nous formons à des métiers autour de l'interaction en 3 dimensions, que ce soit par exemple le jeu vidéo, des applications en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, des nouvelles technologies, en gros derrière un écran, dès qu'on peut cliquer dessus, appuyer, jouer avec la 3D, c'est les métiers auxquels on forme. Créasub, on forme tout d'abord à des bachelors, c'est-à-dire des Bac plus 3, Bac plus 4. C'est une reconnaissance RNCP au niveau européen. Puis le deuxième niveau par la suite, c'est un master pour ceux qui veulent continuer. C'est un équivalent Bac plus 5. Dans les nouvelles technologies, tout va bien évidemment très très vite. L'industrie du jeu vidéo particulièrement. Par exemple, en tant que particulier, tous les 5-6 ans, il y a une nouvelle console de jeu qui sort. On va acheter un ordinateur plus puissant à chaque fois, un téléphone portable plus puissant à chaque fois. Ce sont des technologies qui évoluent très vite. Et à partir du moment où ces technologies évoluent très vite, il faut se former en permanence. Donc il y a besoin de formation dans ces métiers-là, quel que soit le sujet, que ce soit le jeu vidéo, mais que ce soit aussi des sujets annexes, la réalité virtuelle, j'en parlais avant, ou des applications mobiles. À partir du moment où le support, le matériel évolue très vite, il faut se former en permanence aux nouvelles technologies qui sont offertes par ces nouveaux matériels. Il y a 10 ans, on parlait très peu de réalité virtuelle, voilà, c'était quasiment pas le sujet. Et puis aujourd'hui, le dernier Oculus Quest, par exemple, c'est plus de 20 millions de pièces vendues. Donc c'est quand même des succès suffisants pour qu'il y ait une économie dessus, il y ait du business à faire dessus. Là, c'est plus sur des raisons, je dirais purement pécuniaires, économiques. En s'installant à Tonnerre, on a accès à des loyers beaucoup plus accessibles, donc notamment Créasub Digital, c'est 1000 m² de loyer, à des tarifs qui ne sont pas des tarifs de grande ville, qui ne sont pas des tarifs parisiens ou des tarifs des loyers lyonnais. Et donc, on arrive à répercuter, si vous voulez, cette différence sur les frais de formation, ce qui nous permet ici à Tonnerre d'être 3 fois moins cher que la même école ailleurs en France. C'est une bonne question, on se pose encore la question. Très honnêtement, c'est vrai que sur toutes ces nouvelles technologies, bien évidemment, il y a une période où on se dit, ok, à quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire? Dans un premier temps, souvent, c'est dans un cadre beaucoup plus professionnel que ça sert, voilà, donc ce qu'on appelle le B2B. Voilà, ça permet de faire du business entre professionnels, ça permet par exemple de réaliser des visites virtuelles avec des casques de réalité virtuelle qui permettent donc de se projeter, de se téléporter dans la 3D et d'avoir l'impression d'y être même si on n'y est pas. Alors c'est dans des cas d'usage très particuliers, par exemple, on va pouvoir visiter une usine à construire, voilà, pour voir un peu quelle taille elle va avoir, comment ça va rendre, quels vont être les différents flux de personnes à l'intérieur. On va pouvoir simuler un petit peu l'avenir grâce à la réalité virtuelle à moindre coût. On va pouvoir aussi le faire dans des cadres, par exemple, de patrimoine, en reproduisant des bâtiments qui ont été détruits par l'histoire. Et tout à coup, replonger dans ces bâtiments, voilà, grâce à la réalité virtuelle. Donc les sujets, en fait, sont relativement larges, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et puis après, il y a des sujets qui vont au-delà, et aujourd'hui, c'est les metaverse. La réalité virtuelle avec le metaverse, c'est avoir une sorte de deuxième vie, une vie virtuelle. Alors, c'est pas forcément pour les gens de ma génération. Il est possible, par contre, que pour la génération de mes enfants, ça soit une partie de leur avenir, effectivement, le développement du metaverse, auquel beaucoup de gens croient, hein, puisqu'il y a des investissements qui se comptent en plusieurs centaines de milliards de dollars tous les ans dans les metaverse. On y fait la même chose que dans le monde réel, mais dans le virtuel. C'est-à-dire qu'on se crée une histoire, on se crée un personnage, on va habiller son personnage, donc on va faire du shopping virtuel. On va y faire des activités qu'on aimerait faire dans le monde réel, mais qu'on ne peut pas faire. On va pouvoir faire de la course automobile qu'on ne peut pas faire dans le monde réel si on n'a pas un certain talent, le permis de conduire, les conditions physiques qui permettent de. En fait, on peut faire tout ce que le monde réel permet et offre, en fait, mais là, sans aucune contrainte et sans aucun risque. Et donc, finalement, ça permet de casser toutes les limites qu'on se donne habituellement. Donc ça, c'est la promesse du metaverse, c'est vous permettre d'avoir non seulement une communication sociale, voilà, c'est vraiment un univers de socialisation, hein, c'est pas un univers dans lequel je suis seul, hein, je suis avec d'autres personnes, représentés sous forme d'avatar. L'avatar, c'est une représentation virtuelle d'un utilisateur, et puis dans ces univers virtuels, on peut faire tout ce que l'univers va permettre, et en général, il permet de faire tout ce qu'on fait sur Terre en plus, en mieux, et en plus fou. J'invite beaucoup de gens en France à aller vivre à l'étranger, à aller visiter l'étranger, pas en tant que touriste, mais vraiment y habiter un petit peu. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Nous avons en France, mais certainement le cas partout ailleurs. Mais enfin, nous, en tant que Français, on a une vision très française du monde et on juge avec des yeux de Français. Je pense que c'est un de nos pires ennemis lorsqu'on travaille avec des gens qui sont pas français. On a ce regard qui est extrêmement tronqué de juger avec des yeux de Français. Et moi, quand je suis arrivé en Chine, je me suis dit que c'était ce que j'entendais dans les médias, de ce que je voyais, de ce que je lisais, c'est-à-dire des gens qui mettent
mettent leurs enfants à travailler dans les usines. Et puis quand je suis arrivé en Chine, bien évidemment, c'était tout sauf ça. C'est un pays dans lequel, notamment, la politique de l'enfant unique fait que les parents, quand ils ont un enfant, ils ont surtout pas envie de le mettre à l'usine. Donc c'est une politique donc de l'enfant roi. Quand on n'a qu'un enfant, très vite, on se retrouve à avoir une société qui tourne autour de l'enfant, puisqu'on en a un seul. Et puis c'est encore des sociétés, vraiment des civilisations dans lesquelles la famille est très importante, donc dans lesquelles enfants, parents, grands-parents vivent ensemble. Voilà, il y a beaucoup de ce côté intergénérationnel, le soutien. D'ailleurs, la loi chinoise impose aux parents de s'occuper de leurs propres parents lorsqu'ils sont âgés. Ils peuvent pas complètement casser le cordon, couper le cordon comme ça arrive un peu plus nous dans notre société française, dans laquelle j'ai des enfants, je sais que quand ils auront 20 ans, je les verrai beaucoup moins. C'est un mélange, donc on a un établissement d'enseignement supérieur, voilà, d'où le sup, et puis on forme à des métiers créatifs, c'est très important, c'est des métiers où les gens ont envie d'imaginer des choses, toutes ces technologies, ce sont que des outils, c'est pas des fins en soi en fait, et il faut avoir envie de créer des applications, des expériences en fait, qui permettent d'utiliser ces outils, et d'en tirer une expérience nouvelle qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc créasup, voilà, ce mélange de créativité, et puis d'enseignement supérieur, pour faire comprendre qu'il y a quand même un certain challenge, c'est pas aussi accessible qu'il n'y paraît. Allez, le premier, passion. Il me semble, moi personnellement, j'ai toujours été guidé par ma passion, ça m'a permis d'avancer sans problème. En tout cas, de passer outre les difficultés, je trouve que la passion est un moteur extraordinaire, et je pense que c'est d'autant plus important que je trouve que la passion a disparu des nouvelles générations. Je les sens pas du tout aussi passionnés qu'on pouvait l'être à notre génération. Alors c'est peut-être une réflexion de vieux con, comme on le dit souvent, peut-être qu'en fait avec l'âge on se retrouve toujours que les générations précédentes étaient moins. J'ai l'impression que dans une certaine mesure, on vit dans une société beaucoup plus anxiogène et beaucoup moins passionnée, avec beaucoup plus de peur à tous les niveaux, peur de l'IA, peur de l'écologie, du manque d'écologie, de la destruction du monde, il y a énormément de peur, et donc en contrepartie, peut-être moins de passion. Voilà. Et je pense que c'est assez préjudiciable, parce que la passion, c'est un moteur qui en fait ne porte préjudice à personne. Voilà. C'est un moteur qui est sain, qui est humain, tout d'abord, c'est une vraie valeur humaine, et puis ça permet à tout le monde d'aller au-delà de ce qu'il est capable de faire. Et puis le deuxième, la création, fatalement, j'ai été un créateur d'entreprise pour commencer, un entrepreneur. Voilà, j'ai créé des jeux, j'ai créé des applications, j'ai créé une famille, on crée énormément de choses. En fait, j'ai presque créé ma maison, puisque je l'ai démontée de A à Z pour toute la refaire. Créer, c'est chronophage. Quand on commence à créer, on se rend compte qu'on manque toujours de temps. Jamais le temps de finir de créer tout ce qu'on a envie de créer. Et c'est également un moteur, parce que à partir du moment où on est un peu créatif, on a envie de créer des choses. Finalement, c'est un système de rouage. Parce qu'on crée, et plus on crée, plus on va avoir envie de créer. Et donc finalement, plus on arrive à obtenir un jour quelque chose d'intéressant à partager. Et puis pour l'ego aussi, c'est agréable quand on arrive à créer quelque chose, d'aller au bout du process. Légumes, certainement pas, donc fruits. J'avoue qu'avec les années, c'est le game design qui m'a attiré, et c'est là-dedans que je me suis spécialisé. Le chat, sans aucun problème. Question difficile, plutôt le violet. Certes, on dit que c'est la couleur de la mort, mais c'est aussi la couleur du rêve. Voilà, donc je dirais plutôt le violet. Un café, je suis très café. Je dirais James Brown. Donc ça dépend des moments. Je dirais qu'avec l'âge, progressivement, un peu plus vin rouge. Ah, j'aime bien celle-là. Selon vous, de quoi l'avenir sera-t-il fait? Il y a une théorie que je partage, c'est la thèse des 90-10, elle est en rapport avec l'intelligence artificielle, avec des robots humanoïdes qui arrivent, et l'IA mélangée. On peut être amené à se retrouver dans une société capable de faire énormément de choses à la place des humains. Travailler va devenir un hobby pour 10% de la population. 10% de la population va travailler pour 90% du reste de la population qui n'aura plus besoin de travailler. Parce que les robots vont faire le gros du travail, et les 10% qui restera, ce sera pour une petite panel de la société qui aura envie de le faire, et qui en sera capable d'apporter autre chose que ce que les robots peuvent apporter. Donc ça, je pense que c'est un avenir qui est plausible. À quelle échéance, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est une société du divertissement. Si ce cas de figure se présente, si cette structure de la société se présente, on va se retrouver avec une société du divertissement qui va exploser dans les années qui viennent. Je peux avoir un mot pour le Tonnerrois. Nous sommes installés il y a maintenant 4 ans à Tonnerre. La première fois qu'on va avoir des étudiants de master qui vont arriver au bout du cursus. Je l'espère pour certains d'entre eux. C'est le début d'une longue carrière, une carrière la plus riche possible. J'ai vraiment une pensée pour ce territoire qui nous a permis, et donc qui leur a permis d'avoir eu accès à ces études, à ce prix-là, parce que c'était ailleurs en France, c'était vraiment inaccessible, à la chance que ça leur donne de réussir et de se lancer. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. On a eu un petit prémisse cette année. On a fait beaucoup de salons où les étudiants ont eu l'occasion pour la première fois de présenter leur travail. On a eu des retours qui étaient un peu au-delà de nos attentes. On n'imaginait pas être aussi haut par rapport notamment à la concurrence. J'espère que c'est pas un coup dans l'eau. J'ai hâte, et on a tous hâte. On parle de Tonnerre en bien par l'intermédiaire de Créasup et de la création des étudiants.